Cette exposition présente le travail et le destin de trois frères, tous les trois peintres, Auguste, Hippolyte et Paul Flandrin. Tous les trois sont lyonnais et sont des acteurs majeurs de la scène artistique à Lyon au XIXe siècle. Auguste est l'aîné, Hippolyte celui du milieu et Paul est le cadet. Ils sont très bien représentés dans les collections du musée. Cette exposition invite à découvrir leur parcours, leurs œuvres et invite à pénétrer au cœur de l'atelier pour découvrir leur travail en cours de création avec une particularité qui les singularise, qui est un travail en collectif. Les frères se sont attachés à collaborer au fil de leur vie sur leurs projets respectifs et c'est vraiment un trait qui les distingue parmi les artistes du XIXe siècle. Les Flandrins ont souvent pratiqué le portrait mutuel car réciprocité est un mot-clé dans leur art. Et la quintessence de ce concept est représentée par le double portrait croisé de Paul et Hippolyte du musée du Louvre. En 1835, en Italie, dans un moment d'apogée de communion artistique, les deux frères décident de se représenter mutuellement l'un à côté de l'autre sur la même feuille. Hippolyte, qui est au premier plan, de profil, a été dessiné par Paul, tandis que Paul, qui est ici à l'arrière-plan, de face, il pose affectueusement la main sur l'épaule de son frère, il a été dessiné par Hippolyte. L'exécution croisée de l'œuvre met en lumière la complémentarité des talents artistiques et de la relation humaine des deux frères. Une synthèse sublime de fraternité. La première partie de l'exposition vise à présenter les Flandrins dans un système de reflets entre les autoportraits et le portrait mutuel, jusqu'à la photographie, à ses tout premiers débuts. En effet, la photographie a vraiment intéressé les Flandrins tout au long de leur carrière. Cet intérêt commence dès les daguerréotypes, qui est le tout premier procédé qui est mis au point. Et ensuite, nous allons pouvoir suivre leurs portraits, souvent d'ailleurs en duo, et les suivre ainsi tout au fil de leur évolution et de leur vie. La formation des frères Flandrin auprès de Jean-Auguste Dominique Ingres à Paris va être vraiment essentielle pour leur carrière. Ingres est alors vraiment un artiste majeur de la scène de son temps et c'est le grand maître du dessin. C'est vraiment là la leçon première qu'il apprend à ses élèves et on retrouve vraiment ce sens de la ligne comme on peut le voir sur un dessin comme celui-ci qui prépare un tableau intitulé La Source et l'on voit la manière dont il étudie plusieurs positions possibles pour les bras de cette jeune femme. Les témoignages de cette formation des Flandrins dans l'atelier d'Ingres sont très émouvants et l'on sait ensuite combien ils resteront attachés au maître pendant toute leur carrière. Notamment, nous présentons un carnet qui contient les notes recueillies par Auguste pendant les leçons du maître, avec tous les conseils qu'il donnait aux jeunes élèves. Je ne puis trop vous le répéter, le mouvement, c'est la vie. Les grands peintres, comme Raphaël et Michel-Ange, ont redit le trait avec un pinceau fin. Ils ont réchauffé leurs contours. Ils sont tous mes amis, les muscles, et je ne les connais pas par leur nom. La représentation du corps nu masculin
est peut-être le domaine dans lequel l'art d'Hippolyte parle le plus à l'esprit contemporain. Regardons par exemple le jeune homme nu accroupi au bord de la mer. Quand on voit ce tableau, on a l'impression de le connaître déjà, de l'avoir toujours vu. C'est l'un des rares cas dans lequel une œuvre se détache de son auteur et gagne une vie indépendante. C'est là qu'une œuvre devient une véritable icône. Une grande partie du succès de ce tableau demeure dans l'extrême stylisation formelle. Hippolyte arrive à créer une forme presque parfaite. Le cercle dessiné par le dos est combiné avec le triangle équilatéral dessiné par les jambes. Dans cette forme géométrique simple, ne manque pas des moments d'un intense réalisme, comme par exemple les mains croisées autour des jambes. En effet, le modèle avait été étudié d'après nature à Rome. Et nous montrons ici à côté quelques dessins exécutés par Paul dans cet échange continuel qui accompagne le visiteur tout au long de l'exposition entre les deux frères. Il arrive à atteindre des résultats d'une extrême étonnante originalité. Le jeune homme nu n'est pas la seule figure du nu masculin présentée dans cette salle. D'autres magnifiques exemples sont réunis ici, comme Politesse ou le jeune berger. Mais quelle est la nature de ce genre particulier d'œuvre dont le sujet est tant fascinant qu'inexplicable en nos jours? À l'origine, il y a un travail, un exercice qui fait partie des devoirs qu'un pensionnaire de la Villa Médicis devait rendre chaque année pendant son séjour pour témoigner de ses progrès. Du fait que ces tableaux étaient censés être envoyés à Paris depuis Rome pour être jugés par une commission à l'Institut, ils s'appellent envois. Nous voyons donc ici les envois d'académie depuis Rome exécutés par Hippolyte pendant son séjour à la Villa Médicis. Bienvenue en Italie. Dès qu'on rentre dans cette section, on est accueilli par le ciel d'Italie, son soleil, les paysages de Rome, de la campagne romaine, de Toscane, d'Ombrie, de Naples. Le séjour en Italie a constitué pour le Flandrin un moment crucial, révélateur à plusieurs niveaux. Il y a la référence au maître de la Renaissance, au Trecento italien, à l'Antiquité, mais surtout, pour tous les trois, il s'agit de la découverte de la nature. Plusieurs techniques du travail en plein air sont ici représentées. L'huile sur papier, le dessin dans les carnets et l'aquarelle. Une technique fugace, très subtile, que le Flandrin maîtrise à la perfection et que nous avons voulu montrer en quantité, car il s'agit d'un aspect nouveau que nous révélons de leur activité dans l'exposition. En effet, les frères, Paul en premier, laissent l'atelier et partent travailler en nature, sur le motif, habillés avec un vrai équipement de plénariste, comme Paul lui-même se dessine dans une caricature. Il a avec lui le parasol pour se protéger du soleil, le tabouret pour s'asseoir une fois trouvé le site, et une gourde d'eau pour la chaleur, et la boîte à couleurs dans laquelle étaient rangées les feuilles de papier avec lesquelles le peintre partait et qui étaient fixées dans le couvercle de la boîte à l'aide de 4 épingles qui sont parfois encore visibles dans les œuvres.
Maintenant, nous les voyons encadrés, mais la plupart des œuvres avaient été réalisées ou au moins commencées sur nature. D'où aussi les petits formats pour raisons pratiques de transport. À Naples, les trois frères arrivent à créer avec l'aquarelle des visions lumineuses, innocentes, enchantées. Les aquarelles ne sont pas plus grandes d'une carte postale, mais elles dégagent une poésie infinie. Cette série de marines de la côte normande a été réalisée par Paul au cours de ce voyage à Romanche, au Tréport, à Étretat dans les années 60. Les éléments naturels, le ciel, la mer et la plage, sont ici superposés en 3 bandes horizontales. Elles sont abordées de façon frontale, privées de toute profondeur. Seulement l'écume délicat des ondes comme une dentelle suggère le décalage de plan. Cette exposition réunit un peu plus de 300 œuvres qui proviennent à la fois des collections du Musée des Beaux-Arts, mais aussi d'institutions à travers le monde et de collections privées. Et les recherches qui ont accompagné ce projet nous ont permis de réunir de véritables séquences autour de certains tableaux pour en retracer la création, la genèse. C'est le cas par exemple pour un tableau comme celui-ci, de grand format, qui illustre un sujet historique. Il s'agit d'un épisode du Purgatoire, chant 13, du poète italien Dante, qui montre celui-ci écoutant les récits que lui délivrent les envieux. Alors, ces découvertes ont permis de mettre un nom sur quelques-uns des modèles italiens qui ont posé pour les personnages de cette composition, qui n'étaient pas tous nécessairement des professionnels. Les trois frères Flandrin vont tous rencontrer un grand succès dans le genre du portrait et recevoir de nombreuses commandes de la part de personnalités de la bourgeoisie, de l'aristocratie, de leur temps, en particulier Hippolyte, qui les présente lors des expositions qui se tiennent chaque année. Alors, ces portraits sont relativement austères d'apparence, puisque l'on retrouve toujours un costume noir, un fond uni, vert, et simplement quelques accessoires vont apporter une touche de couleur. C'est ici le châle bleu, ce sont également les bijoux qui apportent des éclats de lumière. Ce qui est fascinant également, c'est de retracer la genèse de ces portraits. Nous avons la chance de présenter dans l'exposition des dessins préparatoires à ces portraits et l'on voit le passage entre ces dessins et les tableaux eux-mêmes d'un naturalisme qui semble relativement fidèle au modèle à une transformation qui devient une sorte d'idéal en réponse au tableau conçu par Ingres avec cette beauté de la ligne des épaules, des yeux en amande et ce mystère qui se crée dans cette œuvre. Pour les Flandrins, marqués par leur dimension biographique, le double portrait de frères et de sœurs devient une sorte de typologie distinctive, une vraie spécialisation. Et on peut en apprécier un excellent exemple dans le double portrait des frères Dassy. La famille Dassy appartenait à la haute bourgeoisie de Meaux, dans l'Île-de-France, et les frères Charles et Amédée avaient perdu leurs parents quand ils étaient petits.
Et on peut imaginer que le fait d'être restés orphelins en bas âge et leur faible différence d'âge, parce qu'il y avait seulement 2 ans d'écart entre eux, a concouru à renforcer un lien fraternel très fort que Hippolyte met en scène de façon magnifique dans ce tableau. D'après des documents récemment découverts, nous savons qu'entre les années 1847 et 1848, Charles et Amédée avaient été élèves de Paul et Hippolyte. Et ensuite, Amédée, le cadet, avait déménagé à Paris, tandis que Charles, l'aîné, demeurait dans la ville natale. Nous retrouvons le frère aîné, Charles, de face, à l'arrière-plan. Il est habillé d'une veste de chambre appelée à la grecque, très à la mode à l'époque. Amédée, le cadet, se trouve en premier plan, de profil. Il est vêtu d'une redingote de 3/4 et dans sa main gauche, il tient une canne de promenade. Donc, il s'apprête à sortir. En signe de l'appartenance que l'un doit à l'autre, ils portent tous les deux une bague, un anneau d'or avec une cornaline qui mettent en valeur en effet au centre de la composition, avec ce langage aussi des mains qui se répond. Hippolyte Flandrin donc nous invite avec ce tableau à pénétrer dans le lien fraternel très fort qui unit les deux frères, aussi à l'aide d'un langage très subtil de l'ornement des accessoires. Dans cette salle, nous présentons une projection immersive qui nous permet de découvrir les décors de l'église Saint-Germain-des-Prés. Projection qui est réalisée grâce à une numérisation de ces décors par la société Iconem, qui nous permet de les découvrir comme il n'est pas possible même dans l'édifice de les voir puisqu'ils sont situés à plusieurs mètres de hauteur, et de mettre ceci en relation avec les études préparatoires que nous présentons dans l'exposition pour comprendre ainsi les étapes de réalisation de ce grand chantier. L'un des champs d'action très importants des Flandrins est celui du grand décor, de la peinture monumentale. Ils vont être sollicités par de nombreuses commandes pour décorer des monuments civils, mais aussi des églises à Paris, à Lyon. Le chantier peut-être le plus important est celui de l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, qui va occuper Hippolyte pendant plus de 20 ans, en plusieurs phases, et qui est un peu sa chapelle Sixtine, parce que finalement, il va se voir confier la quasi-intégralité du décor de cet édifice. Il intervient donc sur celui-ci en travaillant directement sur le mur, en peignant à la cire, accompagné de son fidèle frère Paul. Alors c'est un grand mouvement qui a lieu à ce moment-là de commande de décors pour les églises pour remplacer les tableaux qui ont été retirés à l'époque de la Révolution, et on juge donc que peindre directement sur le mur est plus noble et plus adapté à ce type de réalisation. Et donc c'est vraiment un chantier d'une très grande ampleur qui va être beaucoup admiré. Parmi les élèves et héritiers des Flandrins, le plus important est sans doute Edgar Degas, l'un des artistes majeurs de la seconde moitié du XIXe siècle. Degas se forme dans l'atelier du principal collaborateur des Flandrins. Alors cet héritage est sensible en particulier dans ce dessin, qui est une acquisition récente du Musée des Beaux-Arts grâce au concours de l'Association des Amis du Musée et de mécènes privés. Il s'agit donc d'un dessin de jeunesse qui montre vraiment ce sens de la ligne
du dessin qui est hérité d'Hippolyte et par-delà également de la leçon d'Ingres, avec cette femme ici qui pose pour l'artiste, saisie avec toute cette élégance du trait, mais déjà en germe et le futur Degas avec une position, une inscription dans l'espace qui n'est pas sans évoquer dès à présent les danseuses de l'opéra. L'héritage des Flandrins, c'est aussi la génération suivante, celle des artistes qui n'ont pas été des élèves directs, mais qui, à l'aube du XXe siècle, ont recueilli les résonances de l'art des Flandrins. Et c'est le cas, par exemple, de Pierre Puvis de Chavannes. Lui aussi, un peintre d'origine lyonnaise, qui partage avec Flandrin une aspiration à la monumentalité, qui passe à travers la référence au primitif italien et à une Arcadie, un temps de rêve de l'humanité. Et je vous invite tout de suite après la sortie de l'exposition à découvrir le grand décor monumental que Pierre Puvis de Chavannes a conçu pour le Palais de Saint-Pierre, le Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et en fin de parcours, on vous a réservé une surprise dans le domaine de la photographie avec des artistes comme Mapplethorpe ou Cunningham. On se laisse transporter par la force de certaines images conçues par les Flandrins jusqu'aux interprétations contemporaines.